nous allons maintenant accueillir le docteur Aounda Kinda, chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, qui va nous parler de l'impact des gouvernances des industries extractives face aux enjeux des changements climatiques. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier l'ensemble du comité d'organisation nous avoir conviés à ce forum d'intérêt général et puis remercier à tous les participants. Ma présentation porte sur la gouvernance des industries extractives face aux enjeux des changements climatiques en Afrique. Quel impact s'attendre? Ma présentation va s'articuler autour de ces 7 grands points. Une présentation beaucoup plus analytique qu'opérationnelle. D'abord, je vais présenter les impacts sociaux, économiques des industries extractives, l'impact environnemental, et puis les minerais, la transition énergétique, et puis les récentes évolutions, développement de la taxation minière, de la fiscalité minière, les enjeux, les défis de la gouvernance des industries extractives, le rôle de la gouvernance dans la protection de l'environnement et les conclusions et remarques. Il faut dire que la transition énergétique ne peut pas se faire sans la participation effective de l'Afrique, qui représente 30% des ressources naturelles, des minéraux critiques aussi, que ce soit les énergies gaz, pétrole et minéraux. Également, il faut noter que les industries extractives de nos jours représentent un impact économique important dans 63 pays en développement, dont la majorité sont des pays africains, dont ces pays ont du mal à mobiliser des ressources conséquentes pour le financement du développement. La majorité de ces populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut dire que plus de 3,5 milliards de la population mondiale vit dans les pays riches en ressources naturelles. Donc, si on considère en fait les mines artisanales en Afrique, entre 130 et 170 millions de la population dépend des mines artisanales. Ici, je présente en quelque sorte l'évolution, la représentation en termes d'emploi pour les mines artisanales et les mines industrielles en Afrique. On voit qu'en fait, la majorité, une bonne partie de la population dépend des mines artisanales en Afrique. Quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les analyses au niveau des industries extractives. On est souvent attiré vers les mines industrielles à analyser l'impact économique des mines industrielles et sans beaucoup de regard sur les mines artisanales qui sont moins organisées sur le continent. À travers ces graphiques, nous pouvons voir en fait la contribution minière en fonction des pays, la dépendance en ressources minières dans tous les pays africains. Les pays les plus foncés sont les plus dépendants des ressources minières, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, en Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Également, au niveau de l'impact économique, il faut noter la contribution en termes de recettes sur la période 2010-2020. C'est un graphique qui provient en fait de notre analyse sur l'économie africaine publiée à l'AFD, l'Agence française de développement. La contribution en termes de recettes par pays les plus dépendants des ressources minières en Afrique. On peut voir les pays comme le Tchad et puis la République démocratique du Congo dépend en quelque sorte la moitié de leurs recettes des industries extractives. Également, notre analyse s'intéresse beaucoup à l'impact environnemental. Là, je présente en quelque sorte un de mes articles publiés dans Resource Policy qui analyse les impacts des ressources minières sur la déforestation.
Je m'intéresse beaucoup à la déforestation parce que la déforestation fait partie des éléments majeurs contribuant aux émissions des gaz à effet de serre. Donc ici, le graphique, vous pouvez voir que si on considérait en fait que la déforestation était un pays, elle serait le 3e contributeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et juste après la Chine et les États-Unis. Donc la déforestation, analyser les impacts de la déforestation permet de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Donc ici, les industries extractives, nous avons longtemps analysé les industries extractives dans le domaine de la malédiction des ressources naturelles, mais de nos jours, il faut également, cette malédiction des ressources naturelles s'étend à l'émission des gaz à effet de serre, la déforestation. Donc, il y a des analyses telles que il y a des impacts, les canaux comme les infrastructures ou bien les installations et les investissements de ces industries qui occupent beaucoup plus d'espace que dans les pays riches en ressources naturelles contribuent fortement à la déforestation. Donc, nous avons analysé, en considérant en fait notre analyse de ce chapitre, de cet article, nous trouvons en fait que les minéraux, c'est-à-dire les industries extractives, contribuent fortement à la perte de la couverture forestière. Donc, nous avons analysé en fait 52 pays riches en ressources naturelles, dont 23 pays africains, sur la période 2001-2017. Donc, nous pouvons voir d'entre des faits stylisés comme quoi il y a une corrélation positive entre les rentes minières et la déforestation, une corrélation positive également qui soit la rente minière, une corrélation au niveau des rentes pétrolières et la déforestation et les ressources, c'est-à-dire les recettes publiques et la déforestation. Donc ces explications peuvent être, je vais revenir là-dessus au niveau de la phase question pour montrer pourquoi il y a une relation négative au niveau des rentes minières et positive au niveau des rentes pétrolières et les recettes. Donc ici, je présente en quelque sorte les résultats principaux. Donc si on regarde en fait la deuxième ligne, on voit en fait que l'impact des industries extractives, c'est-à-dire les industries gazières, pétrolières et minières, si la déforestation, l'impact est positif, c'est-à-dire ces industries contribuent fortement à la déforestation dans les pays en développement. Nous pouvons également analyser d'autres facteurs comme la croissance économique, comme la population, la densité de la population, et également les précipitations, l'aide au développement et les conflits qui contribuent aussi plus ou moins à la déforestation. Donc, ici, nous présentons en quelque sorte les minéraux de la transition énergétique, donc ici de l'Afrique. Donc, nous pouvons voir que l'Afrique contribue beaucoup. La transition énergétique ne peut pas se faire sans la participation effective de l'Afrique. Si nous regardons comme le chrome contribue à... l'Afrique représente 43,9%. Si nous regardons, par exemple, le cobalt produit en République démocratique du Congo seulement à 68,4%. Donc, c'est des minéraux très important pour contribuer à la transition énergétique et ces minéraux sont en partie disponibles en Afrique. Donc, si nous revenons maintenant sur la taxation, puisque depuis, si nous regardons en fait les minéraux de la transition énergétique, avec toutes les évolutions sur l'industrie extractive, les pays en développement ont essayé de modifier. De plus en plus, il y a beaucoup de pays qui ont essayé de modifier, de réviser en fait leur code minier pour pouvoir profiter au maximum et trouver une part juste en fait de ces rentes-là pour participer, pour bénéficier en fait le développement, le financement du développement durable. Donc nous pouvons voir que l'ensemble de ces pays ici ont récemment modifié en fait révisé leur code minier. Mais cela n'est pas totalement, cela n'a pas un effet attendu. Puisque, bon, au niveau des modifications des codes miniers, vous pouvez voir en fait au niveau des redevances, il y a eu une évolution en fait des redevances, c'est pas pu afficher sur les impôts sur la société et puis les autres types d'impôts.
Donc, mais si nous regardons, ne serait-ce qu'au niveau des redevances, on peut voir que, bon, plus ou moins, au niveau des pays, les taux ne sont pas les mêmes, mais les taux ont évolué et en fonction des pays au fil du temps. En fonction du type de minerai, puisque les minerais, il y a en fonction du niveau d'importance. Donc, les défis de la gouvernance des industries extractives en Afrique, il faut noter en fait la faible capacité administrative de ces pays. Donc, les pays n'arrivent pas à mettre en place un système fiscal adéquat et puis il n'y a pas une formation permettant au cadre des administrations de pouvoir travailler à capter une part juste en fait de ces recettes. Donc également il faut noter en fait la compétition fiscale, la concurrence fiscale entre les pays, donc faisant de telle sorte que les pays n'arrivent pas à mettre un système fiscal conséquent permettant de soutirer une part importante, puisque dans ces cas il faut voir qu'il y a des pays qui vont négliger en fait la partie environnementale pour pouvoir bénéficier, les exigences environnementales pour bénéficier en fait des investissements miniers. Également, il faut noter la non-taxation du secteur artisanal, donc qu'on n'arrive pas à suivre et puis qui est fait de façon aléatoire, donc qui aussi engendre de plus en plus de déforestation. Également, il y a en fait les clauses de stabilisation en fait des codes miniers qui font que même la modification, l'évolution en fait des codes miniers ne permettent pas au pays de bénéficier, d'arriver au résultat espéré en raison en fait des clauses de stabilisation entre 10 et 30 ans. Donc les entreprises déjà en place, et ces nouvelles modifications en fait dans le code minier ne s'appliqueraient pas à ces entreprises qui existent déjà. Donc les entreprises aussi trouvent des moyens comme en fait l'optimisation fiscale agressive pour pouvoir fuir à ces nouvelles modifications au niveau du code minier et puis contribuer à l'évasion fiscale. Donc une analyse en fait du FMI montre que dans 15 pays africains, il y a une perte entre 450 et 730 millions de dollars en termes d'impôts sur la société en raison en fait du mécanisme de recette de profit en fait des entreprises, l'évitement fiscal. Donc le deuxième article essaie d'évaluer l'impact en fait de la gouvernance sur la déforestation. Donc cet article est en ligne également, donc à travers le mécanisme en fait de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Donc nous pouvons voir que si l'ensemble de la chaîne des valeurs en fait des industries, l'exploitation extractive, l'impact environnemental est pris en compte en fait dans cette organisation, permettant en fait de prendre l'aspect de la dégradation de l'environnement dans le processus en fait de développement des mines, que ce soit au niveau des contrats et licences. On voit que la partie environnement est pris en compte, c'est-à-dire à travers des paiements environnementaux. Et au niveau de la production, il y a des technologies, il y a des exigences liées à la production, une évaluation avant production en fait des coûts environnementaux que l'investissement minier pourrait engendrer. Également, il faut noter les recettes collectées. Les recettes collectées, il y a des recettes environnementales également, et souvent il y a des investissements liés à l'environnement. Également dans l'allocation des revenus, et de plus en plus avec les fonds de réhabilitation, donc surtout au niveau des mines industrielles, il y a des réhabilitations dans certains pays en fonction de la qualité de la gouvernance du pays et de la force institutionnelle. Il y a des mécanismes de réhabilitation en fait des mines fermées, à fermeture. Également, de plus en plus, cette institution demande chaque année une évaluation de l'impact économique et environnemental, que ce soit la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, également la pollution de l'eau, en fait, de ces investissements miniers en Afrique et ailleurs. Donc, ici, nous avons utilisé en fait les données de 83 pays riches en ressources naturelles, et en considérant en fait une variable binaire, l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est-à-dire les pays qui ont adhéré à l'initiative, et zéro, les pays qui n'ont pas adhéré à l'initiative.
Donc, en utilisant en fait la variable déforestation comme la perte forestière annuelle. Donc, ici, nous pouvons voir en fait que les pays qui n'ont pas adhéré, le niveau de déforestation est très important puisque l'adhésion à cette initiative s'effectue en 3 étapes principales, c'est-à-dire l'engagement du pays à adhérer et ensuite, à travers l'effort fourni par le pays devient candidat jusqu'à devenir un pays conforme à l'initiative. Donc, nous voyons qu'à travers les différentes étapes d'évolution dans la mise en œuvre de cette politique, on voit que le niveau de déforestation diminue. Donc, ici, nous avons présenté en fait le modèle empirique économétrique. Nous voyons en fait que à la première ligne, l'impact est négatif, c'est-à-dire en 352 hectares de diminution pour les pays qui adhèrent à cette initiative. Donc, pour les conclusions finales, donc, on peut dire que l'amélioration en fait des institutions et à travers l'augmentation, l'amélioration du niveau de vie des populations à travers le mécanisme des recettes d'investissement permettent de réduire les dommages environnementaux, puisqu'on sait que c'est au niveau des pays pauvres, dépendants souvent des forêts, avec l'amélioration du niveau de vie à travers les recettes fiscales permet de diminuer en fait les dommages environnementaux. Donc, à travers un système fiscal aussi, un régime fiscal transparent et des paiements environnementaux, cela contribue à réduire la déforestation entre 300 et 700 hectares et le système de pollueurs payeurs également, la mise en place des éco-taxes, par exemple au niveau de l'Afrique où cette taxe n'est pas encore visible dans les administrations, permet, comme le système de l'ETS au niveau de l'Union européenne, permettrait de réduire les impacts environnementaux, vu que la majorité des entreprises sont des entreprises multinationales. Également, il y a la promotion de la responsabilité sociétale la responsabilité sociétale en fait des entreprises. À travers cette promotion, on pourrait inciter les entreprises à prendre en compte l'aspect environnement et à utiliser des technologies nouvelles permettant de réduire au mieux les émissions. Et également, à travers les dépenses, l'amélioration des dépenses sociales et les dépenses vertes pourraient permettre également de réduire en fait les effets de l'environnement, les effets des entreprises minières sur l'environnement. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kinda. Alors, une première question un petit peu technique. Il y a une personne qui demande qui a écrit les codes miniers. Bon, qui a écrit le code minier. En fait, le code minier est souvent rédigé par des experts, donc nationaux et internationaux, qui en fonction du système fiscal du pays, les codes du droit commun, en fait, le code minier est souvent différent en fait du code du droit commun parce que les entreprises minières n'ont pas en fait le même métabolisme économique que les autres entreprises. Donc, en fait, le code minier est souvent écrit par des experts internationaux et nationaux conviés par le gouvernement. D'accord. Oui. Ok. Alors, il y a une question aussi sur le crédit carbone, mais j'ai l'impression que vous en avez un petit peu parlé à la fin, qui est une piste pour taxer les entreprises qui dégradent la couverture végétale. Pensez-vous que les gouvernements africains peuvent accueillir favorablement l'implantation de cet usage de la taxe qui a pour vocation la conservation ? Oui, effectivement, c'est comme ce que je souligne au niveau des remarques finales. Donc, si l'ensemble des entreprises ou la majorité des entreprises qui investissent dans le secteur minier en Afrique sont des entreprises multinationales, donc je pense qu'à travers le système de la taxe carbone, l'ETS, pourrait permettre en fait au pays d'engranger des recettes et aussi diminuer en fait les émissions de gaz à effet de serre à travers peut-être les entreprises qui adoptent une technologie nouvelle ou qui payent en fait des droits pour polluer. Donc je pense qu'en fait que les crédits des droits de pollution sont les bienvenus en Afrique. Oui, merci.
Selon vous, est-ce un manque de volonté politique qui entraîne les défis pour mettre en place, alors je pense que c'est une question un petit peu poil à gratter, est-ce le manque de volonté politique qui entraîne les défis pour mettre en place une gouvernance extractive, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, il y a beaucoup de raisons, puisque là, donc, il y a le manque de volonté en fait des gouvernements, et puis également, il y a peut-être le manque aussi de connaissances, de qualité en fait, du capital humain permettant en fait de mettre en œuvre en fait ces politiques. Si on regarde dans d'autres pays, on voit en fait que les entreprises, les industries extractives arrivent à contribuer au bien-être en fait des populations à travers la croissance économique, mais on remarque également dans d'autres pays à travers la qualité des institutions, la volonté et puis le manque de connaissances en matière des industries extractives également. Cela fait en sorte qu'en fait qu'il n'y a pas un impact aussi important sur le niveau de vie des populations. Donc c'est pas seulement en fait les institutions ou le manque de volonté en fait des gouvernants, il y a aussi le capital humain. Donc en fait, votre point de vue, c'est qu'il faudrait des experts à d'autres endroits que là où ils sont actuellement, c'est-à-dire former les administrations, c'est ça? Exactement, il faut des experts. Puis là, si on regarde au niveau en fait la mise en œuvre même du code minier, donc c'est une discussion à travers une simulation. Donc souvent dans le pays, il n'y a pas en fait d'experts permettant en fait de faire ces simulations, alors que bon, c'est une discussion pour mettre en place le code minier, la convention minière entre l'entreprise et le gouvernement. Donc souvent l'entreprise a du capital humain qui essaie de voir si on baisse peut-être au niveau de l'impôt sur la société, comment ça affecte en fait le revenu final. Mais au niveau du gouvernement, souvent, il n'y a pas ces gens d'experts permettant en fait de faire ces gens de simulation, permettant d'avoir un niveau de revenu plus juste aussi pour les gouvernants. Alors, je vais insister un peu, comment est-ce qu'on fait pour, d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème pour avoir des experts aussi dans les institutions, pour essayer de voir un peu plus loin? Quelle solution pourrait trouver? Comment est-ce qu'on fait venir ces experts? Puisqu'il y a une asymétrie d'information entre les entreprises et les gouvernants. Donc les entreprises connaissent la teneur, tous les facteurs liés à l'exploitation, alors que le gouvernement souvent, c'est les informations communiquées par l'entreprise depuis l'exploration que les gouvernants utilisent aussi pour bâtir en fait les discussions, les négociations en fait du régime minier. Merci beaucoup. Merci.